Contrairement à ce que je viens d'entendre, nous, groupe Europe Écologie Les Verts, nous ne pouvons que nous féliciter de la priorité donnée dans ce budget donc à l'efficacité énergétique, avec une hausse quand même de 14,3% en autorisation de programme d'investissement et en autorisation d'engagement, et le tout hors plan de soutien aux bâtiments et aux travaux publics, dans un contexte que nous avons rappelé ces 2 jours de diminution des fonds publics. Oui, pour nous, la priorité, c'est bien de diminuer nos consommations énergétiques. C'est d'ailleurs bon pour notre balance commerciale, notamment dans le bâtiment, car l'on sait qu'avec les transports, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. La France, en accueillant la COP 21 en décembre 2015 à Paris, a une responsabilité particulière puisqu'elle est désormais à la manœuvre pour engager des négociations en vue d'un accord ambitieux. Après la 20e conférence de l'ONU sur le climat à Lima, dont un accord à minima a le mérite de poser les bases des discussions qui doivent avoir lieu en France, d'ici 1 an seulement, il faut réaffirmer la nécessité d'un accord mondial en 2015. Donc la France porte une lourde responsabilité et elle devra être exemplaire. Nous devrons aussi être exemplaires à tous les niveaux des collectivités, dont bien évidemment la nôtre. Le dérèglement climatique s'accélère et nous place sur une pente dangereuse. Il rend impensable et même irresponsable toute idée de recours supplémentaire à des ressources fossiles. Et le GIEC signale que pour ne pas dépasser les 2 degrés à 2,5 degrés d'augmentation des températures, c'est maintenant que les décisions doivent être effectives. Alors j'aime à rappeler que la Franche-Comté a été pionnière dans le domaine de l'efficacité énergétique, et le reste grâce au programme Ephilogie. Ephilogie est désormais une référence nationale et là-dessus il n'y a aucun doute. Je siège à Efinergie et je peux vous le confirmer. Aucune région n'arrive aujourd'hui à de tels chiffres de rénovation BBC, notamment des logements sociaux, près de 3000 logements sociaux rénovés en 5 ans. Et je me demande, Madame Pélissard, comment pouvez-vous objectivement et sérieusement dire que ça ne marche pas? Les bailleurs sociaux, contrairement à vous, ne s'y trompent pas. Ils ont bien compris tout l'intérêt de ces rénovations pour leurs locataires, pour qui rénovation énergétique veut dire charge moins importante, donc gain de pouvoir d'achat pour des foyers qui en ont bien besoin. Néanmoins, il faut noter qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics se substituent au système marchand pour apporter les garanties bancaires via des fonds de garantie et mettre en place le tiers-financement qui est une condition indispensable pour répondre à la non-solvabilité de personnes en précarité sociale. C'est en effet un enjeu de justice sociale. Ces outils financiers sont indispensables aussi pour la massification de la rénovation énergétique. Donc la réflexion sur un fonds de garantie en direction des copropriétés est en cours. Il faudra rapidement aboutir. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des propriétaires précaires, tout comme il conviendrait, dans le cadre du programme européen ELENA, de débloquer effectivement de l'avance de subvention, de l'éco-prêt à taux zéro et des prêts bonifiés pour qu'on ait vraiment cette montée en puissance des rénovations thermiques des particuliers. Dans les réponses au public, il convient aussi de conforter le rôle et la place de nos espaces info-énergie qui sont nos PRIS, points rénovation, information, service, qui sont aujourd'hui énormément sollicités, ce qui prouve l'intérêt de nos concitoyens pour la transition énergétique, mais aussi la qualité des interventions de nos partenaires. Si je reviens à la politique énergie, il est important de développer les énergies renouvelables au niveau des bâtiments, mais nous devons aussi avoir une réflexion au niveau des quartiers et des territoires.
Nous anticipons ainsi, comme nous l'avions fait avec l'efficacité énergétique à un niveau BBC, ce qui sera demain l'ART 2020, c'est-à-dire le bâtiment à énergie positive ou BEPOS. Et nous devons, dans le cadre, et je reviens là à l'aménagement du territoire, impulser la transition de ces territoires en territoires à énergie positive. Donc il y a bien un appel à projet TEPOS. Néanmoins, je ferai mienne les préconisations du Césaire que je cite. La politique d'aménagement du territoire, disent-ils, est très bien structurée autour de l'urbanisme, de la transition énergétique, mais elle n'intègre pas la politique des énergies renouvelables. Et le CESE suggère son intégration afin qu'elle se développe en cohérence avec les territoires, ce qui serait tout à fait logique dans la mesure où nous avons des PCET au niveau des SCOT, des pays et au niveau des agglomérations. Lorsque nous soutenons, par exemple, le projet de parc éolien à Chamol, et je me félicite à nouveau aujourd'hui de l'engagement de la région sur ce beau projet, nous sommes bien dans de l'aménagement du territoire. Il m'apparaît important aujourd'hui que toutes les énergies soient appréhendées ensemble pour le territoire et non pas séparément comme actuellement. Diminuer les consommations et développer les énergies renouvelables vont dans le sens de la transition énergétique et plus globalement de la transition écologique. Je me réjouis d'entendre chaque jour un peu plus évoquer l'idée qu'il faut dorénavant penser négawatt plus tôt que mégawatt. Miser sur la transition énergétique, c'est donc faire le choix d'arrêter d'envoyer des milliards d'euros pour importer des vieilles énergies, fossiles et fissiles, et choisir de les investir localement. C'est financer nos entreprises et nos artisans, c'est redynamiser nos territoires et créer au niveau national des centaines de milliers d'emplois. Et je rappelle que dans le plan bâtiment travaux publics, il y a un rapport de 1 à 8 dans le nombre d'emplois créés. Pour un même budget investi dans le bâtiment, nous créons beaucoup plus d'emplois qu'avec le même budget investi dans les travaux publics.